pratique de la méditation, là je parle de la méditation dans son acception large, va nous amener justement progressivement à nous libérer de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, en cessant de leur donner du pouvoir, en cessant de les alimenter, en cessant de les faire exister, en développant cette capacité à être de plus en plus profondément là où vous êtes. Et on va faire ça en fait pendant toute la retraite, parce que pour moi ce qui est le plus important, c'est pas de faire du blabla, parce que vous lisez déjà beaucoup de livres, vous lisez beaucoup de choses sur la spiritualité, et la meilleure chose à faire, c'est d'en faire l'expérience, de vivre l'expérience. Donc vous allez vivre une expérience pendant 4 jours, et comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend comment vous allez vous impliquer. Comment vous allez vous mettre dans l'expérience, comment vous allez la vivre et l'expérimenter. Est-ce que vous allez faire des ni-ni-gna-gna parce que les choses, c'est-à-dire que vous allez laisser votre ego mener la danse et décider de ce que vous devez vivre ou pas vivre, ou est-ce que au contraire, vous allez vous dire, je suis venu à cette retraite, j'ai des conditions pour faire l'expérience, faire l'expérience de ce que je suis, de réaliser qui je suis réellement. Est-ce que je vais en bénéficier, ou est-ce que je vais me gâcher la vie pendant toute la retraite en laissant mon ego pavoiser sur ce que je dois vivre ou ce que je ne dois pas vivre. Et c'est très facile parce que il y a d'ailleurs Paul Václavic qui avait écrit un livre là-dessus, je trouvais ça extraordinaire. Il montrait comment à partir d'un lacet mal lacé le matin on se gâchait tout le reste de la journée. Quand j'étais avec Shimon Rinpoche, vous savez que j'ai passé 15 ans avec lui, c'est un être extraordinaire. Je crois que c'est l'être que j'ai le plus aimé et le plus détesté au monde. Le plus détesté parce qu'évidemment il n'allait pas dans le sens de mon ego, et rien de ce que je voulais ne fonctionnait quand j'allais vers lui. Mais tout ce dont j'avais besoin pour m'accomplir, je l'obtenais, effectivement. Et j'ai remarqué qu'effectivement la façon... j'avais remarqué ça assez vite au début quand j'étais avec lui, parce que les choses changeaient en fonction de comment j'étais. Et j'ai réalisé qu'il était comme une espèce de miroir. Et quand je venais avec mes attentes, quand je venais avec mon ego, quand je venais, rien ne fonctionnait, tout allait de travers, et ça se passait pas bien. Et par contre, je remarquais, et c'était un véritable repère pour moi, c'était vraiment une aide extraordinaire, et dès que mon esprit s'ouvrait, que j'étais vraiment ouvert, disponible, et c'est extraordinaire tout ce que je pouvais recevoir de lui. Il était vraiment comme, je donne souvent cet exemple, mais vraiment comme cette fleur qui libère toute sa fragrance, et qui l'a toujours donnée, qui l'a toujours libérée, qui a toujours... il suffisait justement d'avoir le nez débouché pour le sentir et de pouvoir en bénéficier, et souvent on est vraiment bouché, et donc ça, du coup on reçoit pas grand chose. C'est d'ailleurs Ramana Maharshi qui disait que vous vous plaignez de l'avarice de la mer alors que vous venez avec une petite tasse, alors que vous pourriez venir avec un grand récipient et même venir complètement ouvert, et là vous allez voir que la vie ne cesse de vous donner. C'est Dalai Lama qui dit d'ailleurs aussi il n'y a pas de mauvais ciel, il y a toujours une mauvaise lecture du ciel. En fait, il dit il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Donc tout dépend comment vous regardez. Donc parfois un malheur apparent cache un bonheur qui se profile. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Donc parfois un bonheur apparent cache... vous dites ah super, génial, j'ai vu ce que je voulais, et attendons de voir la suite. Je raconte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je raconte dans mon livre Lorsque la vague réalise quel est l'océan, j'ai voulu faire le témoignage de ce que j'ai vécu et comment j'ai été amené à cette quête. Comme pour beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai une enfance particulièrement mouvementée, je dirais. Malheureuse, je ne peux plus dire malheureuse aujourd'hui. C'est vrai que ça ressemblait à un roman de Zola, entre des parents alcooliques qui étaient complètement dépassés par la vie, des professeurs qui nous battaient. On était
et très durement, parce que quand je raconte ça, j'ai même raconté ça à un ami qui a 20 ans de plus que moi, et il n'arrivait pas à croire que ça pouvait exister, parce qu'il disait, on était dans une cité ouvrière, et nos professeurs nous battaient. Je raconte même, un de nos professeurs avait inventé la danse de l'ours. Donc quand on n'avait pas la réponse, et il nous faisait venir sur l'estrade, puis il nous demandait de tourner sur nous-mêmes, puis il nous fouettait à coups de tuyau à gaz. Alors moi à l'époque justement j'avais eu un accident grave, j'ai manqué pratiquement un trimestre, donc j'avais jamais la réponse, donc j'ai passé pratiquement toute l'année sur l'estrade. Alors ça peut paraître dur comme ça, j'ai pris évidemment beaucoup de hauteur, beaucoup de détachement. C'est, Quand je raconte ça, ils disent mais vous venez de quelle planète? Enfin, si ça existait. Et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec mon frère. Et on se rappelle du professeur, je ne donnerai pas son nom, mais qui faisait ça. Et il y avait aussi, je me souviens des jumeaux qui étaient professeurs et qui maîtrisaient l'art de donner des gifles. Vous avez l'impression que la tête allait se décoller tellement il frappait fort. Et là c'est pareil, c'était des punitions extrêmement strictes, extrêmement sévères, c'était même de l'autoritarisme. Et puis après au collège on avait un directeur, on le surnommait le faucon, parce que quand il sortait on avait l'impression que c'était comme un oiseau de proie qui fonçait effectivement sur sa proie, et quand il voyait quelqu'un qui chahutait, il fonçait dessus, il le chopait par l'oreille et puis il l'entraînait comme ça jusqu'à son bureau. Et puis là, vous avez droit à des gifles, à tout ce qu'il pouvait. Et je me souviens même il avait une punition qui consistait à soulever l'enfant de terre en le prenant par les oreilles. Ouais. Alors ça vous paraît extraordinaire, mais c'est vrai que c'est ce genre de choses qu'on a pu vivre. Alors évidemment, il y a une interrogation qui s'est posée très vite pour moi, de savoir la question du bonheur, en me disant mais est-ce que le bonheur ça existe? Parce que je me disais la vie doit me faire une vilaine farce, il doit certainement y avoir quelqu'un qui est caché derrière le rideau, et donc je voulais savoir, et c'est pour ça que quand mon oncle m'a demandé, j'avais 13 ans, j'étais en train de faire du dessin, et puis il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui ai dit je veux être heureux. Il m'a répondu mais c'est pas un métier ça. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier? Papa maman a un métier, et ils sont tout le temps malheureux, ils boivent en cachette, maman passe son temps à vouloir se suicider, et puis nos professeurs ils ont un métier et ils sont sans arrêt en train de nous taper dessus. Donc forcément le jeune enfant que j'étais voulait comprendre le sens de la vie, et donc j'ai eu cette soif, et finalement je remercie la vie peut-être de m'avoir fait passer par là, parce que ça m'a donné une rage de vivre, une rage de comprendre, parce que je trouvais la vie tellement absurde, tellement insensée, qu'il fallait que je lui donne vraiment un sens. J'ai perdu, enfin non, j'ai pas perdu. Ma mère est décédée relativement jeune, elle avait 56 ans, c'est moi qui l'ai accompagnée, j'étais jeune quand je l'ai accompagnée, j'étais déjà très avancé dans la pratique, parce que j'ai pratiqué depuis l'âge de 15 ans. Et on comprend chaque fois que quelqu'un meurt, à quel point, enfin si on est ouvert évidemment, à quel point la vie est précieuse et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et je dis souvent, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace. Et la question est de savoir qu'est-ce que vous allez y mettre. Qu'est-ce que vous voulez y mettre? C'est un peu comme dans cette retraite. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Est-ce que vous allez y mettre des récriminations? Est-ce que vous allez nourrir votre colère? Est-ce que vous allez, en sachant où ça va vous mener? J'ai rencontré un grand maître tibétain quand j'étais justement chez Mirza Rinpoche, et il a été incarcéré par les Chinois et torturé pendant 30 ans. Mais je ne pouvais pas le croire quand j'ai vu cet homme, avec quelle joie de vivre il avait, quelle sérénité, quelle tranquillité d'esprit il avait. Et il nous a dit, j'ai eu de la chance parce que j'avais du temps pour moi pour méditer. Quand on est en prison, il disait on a du temps, donc j'ai pu consacrer mon temps à méditer. Mais il disait, parce qu'on lui a posé la question, mais après toutes les tortures que vous avez subies, est-ce que vous n'avez pas eu de la haine pour les Chinois? Il dit bien sûr que j'ai eu de la haine.
mais il dit, j'ai compris aussi que c'est la haine qui allait me détruire, et pas ce qui me faisait. Il détruisait mon corps, mais il ne pouvait pas détruire mon esprit. Et donc c'est pour ça qu'il méditait, il méditait, il méditait. Et ça fait de lui un être absolument extraordinaire qui était justement dans le bouddhisme vraiment extrêmement vénéré, très écouté, parce qu'il avait, il avait vraiment cette dimension. Moi, ça m'a aidé à relativiser aussi en me disant finalement les difficultés que j'ai rencontrées, le fait d'avoir été SDF, d'avoir été aussi battu dans la rue, ça m'a permis de relativiser, de me dire que comparé à cet homme, eh bien, c'était pas grand-chose, et que il y a il y a des souffrances, parce que souvent on compare ces difficultés, ces souffrances, et parfois on se fixe dessus, parfois justement ce que je disais, un lacet mal lacé, ça y est, ça va prendre tout notre univers, et on va se gâcher la vie rien que pour un lacet mal lacé, ou parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, ou parce que les choses ne viennent pas. Et quand vous entendez des récits comme ça vous aide quand même à relativiser vos difficultés. Et ça a été une grande leçon pour moi. Alors, il ne s'agit pas de mépriser ses souffrances et ses peines en se disant c'est rien, parce que quand vous avez une blessure, si vous êtes blessé, il faut la soigner. C'est important. Pas se mépriser, parce qu'on peut tomber dans un jeu intellectuel après en se disant bon, lui il a beaucoup plus souffert que moi, donc c'est rien, je néglige ma souffrance. Il ne faut pas négliger votre souffrance, pour autant. Mais c'est vrai que ça permet en tout cas de relativiser. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une très grande leçon. Parce que nous sommes en train de découvrir sur notre planète ce qu'on appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est de réaliser que tout ce que nous faisons, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer, a une influence sur nous, mais aussi sur le monde. Nos choix ont une influence. Vous avez peut-être entendu parler des rapports du WWF, pas très longtemps, où aujourd'hui, plus de 70% des espèces ont disparu en seulement 40 ans. 40 ans, c'est la moitié, pratiquement la moitié de la vie d'une personne, en seulement 40 ans. La planète a des trous béants dans certains lieux. Les scientifiques considèrent qu'on va de toute façon vers l'effondrement, que c'est inévitable, on ne peut pas l'éviter. Il y a 1 100 000 tonnes de déchets toxiques qui sont déversés dans les mers et les océans aujourd'hui. Il n'y a plus de poissons comestibles, ça n'existe plus. Quand vous mangez du poisson, vous vous intoxiquez avec toutes sortes de métaux, de plastique, de toutes sortes de choses. Les sols sont saturés de pesticides, d'herbicides. Alors on peut vous montrer des magnifiques endroits, mais la pollution se déverse un peu partout. Il y a des rapports extrêmement alarmants. Et on ne peut pas se dissocier de notre environnement, on ne peut pas se dissocier, et puis on ne peut pas se dissocier non plus des conséquences de nos actes, de nos choix, de ce que nous faisons. Aujourd'hui, on est en train de vivre justement l'interdépendance. Et c'est pour ça que méditer, c'est pas juste regarder son nombril, regarder sa respiration, se détendre. C'est aussi prendre conscience qu'on est la nature, que nous sommes la nature, que nous sommes intrinsèquement liés à la nature, et que la façon que vous traitez la nature reflète la façon que vous avez de vous traiter, et inversement. Et la façon de vous traiter montre aussi comment vous traitez la nature. En prenant soin de vous, c'est pour ça que c'est très important ce que vous faites, et les raisons qui vous ont amené ici. Prendre soin de vous, c'est beaucoup plus que juste s'occuper de ces petits bobos. Ou prendre soin de sa santé, etc. C'est très important, prendre soin de sa santé, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Prendre soin de vous, c'est prendre soin de la vie que vous incarnez. Donc prendre du temps pour vous, prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'essayer de cultiver ce qui est justement en vous-même source de bonheur, source de bien-être. Vous verrez, vous l'avez dû le remarquer aussi, c'est déjà une pratique en soi, c'est de, si vous pensez à quelqu'un, que vous lui souhaitez du bonheur, mais de manière très sincère, de manière très très authentique, vous allez voir, votre cœur va s'ouvrir et vous allez vous sentir bien.
vous allez vous sentir heureux. Et là, vous avez une clé. Vous avez vraiment la clé du bonheur. Et souvent, si on fait ça, on souhaite du bonheur à quelqu'un, on va le faire de manière très authentique, et on va être frustré que, si on rencontre la personne, qu'elle nous envoie balader. Ça veut dire qu'on attend encore quelque chose. Si vous arrosez une plante, et qu'elle ne pousse pas bien, vous ne lui en voulez pas. C'est peut-être parce que vous n'avez pas correctement arrosé, ou vous avez trop arrosé, ou pas assez arrosé, ou peut-être qu'elle n'a pas assez de nourriture pour pouvoir se développer et grandir. Mais c'est un petit peu pareil aussi. C'est toute une... souvent les choses nous échappent Mais ce qui est toujours extraordinaire, et tous ceux qui sont déjà venus dans les retraites ont pu le voir, vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous avez vraiment le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de l'infléchir dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez faire exister en vous ce qui est source de bonheur, mais vous pouvez aussi vous laisser polluer par la négativité, par la colère, par la jalousie. Alors encore une fois, il ne s'agit surtout pas de condamner la jalousie, il ne s'agit surtout pas de... parce que c'est souvent lié à un manque d'estime de soi, il ne s'agit surtout pas de condamner la colère, parce que souvent la colère masque la peur et la tristesse. Mais il s'agit d'avoir une attitude très différente à l'égard de soi-même. Justement, de cesser de faire exister, et au lieu de refouler sa colère, au lieu de combattre sa jalousie, au lieu de combattre ce que vous éprouvez ou ce que vous ressentez, au contraire, c'est d'apprendre à l'accueillir, justement pour lui donner la possibilité de se guérir, de retrouver la sérénité et la paix, et de voir ce qui se cache justement derrière le rideau de la colère, derrière le rideau de la jalousie, derrière toutes ces angoisses qui vous traversent. Et d'avoir ce courage et d'aller au-delà, et de voir qu'il y a un être qui souffre et qui a besoin peut-être justement d'être écouté, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on l'entende. C'est ça, prendre soin de vous. Alors si d'aventure quelqu'un ici ou ailleurs réveille de la négativité en vous, alors vous pouvez lui en vouloir, vous pouvez le détester, vous pouvez peut-être le bannir même de vos amis, mais vous pouvez aussi vous arrêter, prendre un temps d'arrêt et regarder ce que vous ressentez et qu'est-ce que ça réveille en vous. Parce que sinon vous passerez toute votre vie à fuir l'extérieur, à essayer de vous dire celui-là c'est un con, je ne vais pas passer mon temps avec, mais vous serez toujours vulnérable aux circonstances. Vous resterez vulnérable. Si plus tard, peut-être que vous arriverez, si une personne vous insulte, c'est de l'écouter, lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement en colère. Et ça changera peut-être quelque chose. Alors, tout au long de cette retraite, peut-être que les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez, et c'est peut-être très bien. Mais ce sera parfait pour justement vous aider à vous libérer justement de cet ego qui fait souvent des ni gna gna, parce que c'est lui finalement qui vous gâche la vie, c'est pas l'extérieur. Alors prenez juste le temps maintenant de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette retraite, qu'est-ce que je veux y trouver, pourquoi je suis venu, qu'est-ce qui m'a amené ici, et comment je vais tirer bénéfice de cette retraite et de ce qui m'a donné de vivre. Vous avez 50 personnes autour de vous qui vont participer avec vous. C'est une chance, et vous allez voir, parce que la dynamique de groupe est quelque chose d'extraordinaire, c'est extrêmement puissant. Alors, est-ce que vous allez vous efforcer à mettre en application aussi ce qu'on vous propose? Alors, je ne sais pas si tu as parlé du silence. Donc, Loïc vous a parlé du silence. J'ai instauré ça dans les retraites, d'abord parce que je suis allé parfois dans des retraites qui ressemblaient souvent à un hall de gare, et je trouvais qu'on n'entendait pas bien ce qui se passait. Et je me suis dit que c'était pas... Les gens, en fait, repartaient dans leur mental, ils nourrissaient leur mental, faisaient exister, et n'entendaient pas réellement ce que l'instructeur, ce que l'enseignant donnait. Et puis surtout, je découvrais que le silence permettait, puisque le mental est en étroit rapport avec la parole, quand vous alimentez, souvent quand on parle d'ailleurs, on est complètement dans le paraître.
on n'est pas rarement dans l'être. On masque souvent ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Et le fait d'être en silence, ça vous permet d'abord de ne pas alimenter votre mental, et vous allez voir au fil des jours, il va s'apaiser de plus en plus, et vous allez pouvoir être un peu plus en contact avec ce que vous ressentez réellement. Vous allez être plus authentique, plus vrai. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est que vous allez communiquer beaucoup plus, mais pas avec les mots. Alors je sais que ceux qui aiment bien bavarder vont être très frustrés. Chaque fois dans toutes les retraites on nous le dit, mais à la fin du compte, ils nous disent finalement c'était bien. Et vous allez faire cette expérience pendant 4 jours, donc 365 jours de l'année, vous parlez, vous pourrez le faire, et là vous avez l'occasion justement de ne pas parler, de faire l'expérience. Et ça va en même temps augmenter votre attention, votre niveau d'attention, et donc l'éveil de votre conscience. Et vous allez, chaque fois, systématiquement dans toutes les retraites, les gens nous disent, en fait je me rendais compte qu'il y a plein de choses que je ne voyais pas, parce que j'étais perdu dans mes pensées, parce que j'étais perdu dans mon mental, parce que j'étais perdu dans mon bavardage. Que ce soit parce que le bavardage extérieur, c'est le bavardage intérieur. On a besoin de dire des tas de choses, etc. Et là, les gens disent, mais c'est incroyable, je ne voyais pas le regard des gens, je ne voyais pas leur sourire, je ne voyais pas, il y a plein de choses que je ne voyais pas, je ne voyais pas la nature, je ne voyais pas. Et là, vous allez voir comment votre conscience s'ouvre beaucoup plus. Et c'est là où vous allez vous rendre compte à quel point vous passez à côté de votre vie parce que vous n'êtes pas là. Parce que pour vivre sa vie, il faut être là. Si vous n'êtes pas là, vous ne vivez pas votre vie, vous vivez autre chose. Et plus vous êtes là, plus vous allez vivre et bénéficier de votre vie. Louis va vous inviter à faire l'expérience de la cuisine dans le silence, faire la cuisine, et vous allez voir l'harmonie qui peut y avoir, c'est extraordinaire. Quand on se met tous en symphonie comme ça, et vous allez vivre comme ça des choses magiques, parce que vous allez voir le pouvoir du groupe est quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir combien c'est puissant ce que vous pouvez vivre. Mais à condition de jouer le jeu, à condition d'avoir envie d'en bénéficier. Vous pouvez vous replier sur votre ego, mais vous pouvez aussi vous ouvrir et découvrir qui vous êtes vraiment et que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté et que la retraite commence.